Bonjour à tous, cette vidéo sera consacrée à la situation en Pologne. La période estivale arrive et les dernières conventions politiques ont eu lieu en Pologne. Elles ont été quelque peu perturbées, peut-on dire, par les événements en Russie, puisqu'effectivement, donc les Polonais, en tant que pays limitrophe de la Russie, étaient plutôt concentrés sur ce qui se passait en Russie et sur ce qui risquait de se passer en Russie que sur les conventions politiques. Cependant, elles ont eu lieu tout de même. Donc toutes ces conventions ont réuni les plus grandes forces politiques en Pologne, que ce soit l'union de la droite, que ce soit l'opposition. Donc tous ces groupes politiques ont fait leur convention et donc il convient de faire un bilan de ce que sont les forces en présence et de ce que peut être leur soutien justement avant la période estivale. Alors donc la période estivale commence comme partout en Europe, commence également en Pologne. Donc la campagne électorale va sûrement continuer, mais à un niveau moindre, voire plus ralenti. Et les premières conventions après cette période estivale débuteront en septembre. Donc en théorie, les élections parlementaires doivent avoir lieu en octobre de cette année en Pologne. Mais justement, ça aussi, ça pose pas mal de questions, puisque donc les gens se posent la question de savoir si les élections parlementaires auront effectivement lieu dans les termes légaux établis, puisque donc les derniers agissements des gouvernants, donc la création d'une commission destinée à vérifier l'ingérence russe en Pologne, mais finalement destinée à combattre les opposants politiques, fait que on se demande jusqu'où le gouvernement peut encore aller. Et donc il y a un scénario à l'étude par les journalistes d'opposition qui se demandent si le gouvernement ne va pas instaurer un état d'urgence en septembre, par exemple, justement pour éviter d'organiser une élection parlementaire en octobre, puisque selon la législation polonaise, il n'est pas possible d'organiser des élections avant 6 mois la levée de l'état d'urgence. Donc ça, effectivement, aujourd'hui, en prenant en compte le niveau de panique des dirigeants, des décisions qu'ils prennent qui sont antidémocratiques, il faut le dire clairement, on peut se demander ce qu'il en sera des élections, mais tout ça, aujourd'hui, nous n'avons pas la réponse. Donc, je vais plutôt me concentrer sur ce que nous savons aujourd'hui. Alors, pour ceux qui nous rejoignent dans cette vidéo, donc je tiens à les informer que je suis une personne non-voyante et donc ce qui fait que faire des films n'est pas ce qu'il y a de plus facile pour moi, effectivement, au quotidien. Donc ça fait que le niveau visuel n'est peut-être pas parfait, c'est pourquoi donc je m'excuse par avance. Je vous assure que j'y travaille, je suis un youtubeur débutant, ça fait un peu moins d'un mois que je fais des films, donc je fais des vidéos, donc c'est quelque chose de nouveau pour moi, j'y travaille, j'espère m'améliorer donc dans un avenir proche, mais pour l'heure, je serais reconnaissant à tous ceux qui sont en mesure de le faire, de se concentrer plutôt sur le contenu de cette vidéo que sur les aspects visuels qui, je m'en rends compte, ne doivent pas être parfaits. Alors, quelle est la situation politique en Pologne? Donc, aujourd'hui, nous avons, peut-on dire, 4 forces principales. Nous avons l'union de la droite, donc c'est le camp politique qui est au pouvoir, donc une coalition, dont donc le membre majoritaire est le parti de Jarosław Kaczyński, Droit et Justice. Et finalement, on se rend compte que quel que soit le contexte, malgré les affaires de corruption qui sont mis à jour par les journalistes, malgré des échecs cuisants en termes économiques, donc malgré une situation économique qui se dégrade en Pologne, malgré donc des erreurs récurrentes dans la gestion de crise, malgré un discours de plus en plus haineux vis-à-vis de l'opposition et des opposants de l'union de la droite, malgré des décisions antidémocratiques comme par exemple le fait de créer une commission destinée à combattre les opposants politiques, malgré tout ça, le soutien populaire ne baisse pas pour l'union de la droite. Et aujourd'hui, ce soutien populaire, et tous les sondages le montrent, ne baisse pas sous 30%. Donc finalement, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que l'union de la droite aujourd'hui a le soutien d'un tiers de la population polonaise. Et comment ça s'explique? Alors, il y a 2 raisons principales. La première raison est que une grande partie des électeurs de l'union de la droite s'inquiètent de ce que pourrait être la Pologne après la prise de pouvoir par l'opposition. Pourquoi? Et parce que l'union de la droite, en prenant le pouvoir en Pologne, a créé tout un système social, entre autres des allocations familiales et d'autres allocations, qui effectivement ont fait que le niveau de vie, le pouvoir d'achat d'un certain nombre de Polonais a augmenté. Donc aujourd'hui, il y a une véritable crainte auprès des électeurs de Droit et Justice
que l'arrivée de l'opposition au pouvoir mette fin à ce système. Donc il faut rappeler que le parti de Donald Tusk, anciennement donc Plateforme Civique, maintenant Coalition Civique, a critiqué très fortement la mise en place de ces mesures sociales, de ces allocations. Quand Donald Tusk était au pouvoir, lui-même n'envisageait pas du tout ce genre de mesures en disant que ça mènerait la Pologne à la ruine. Et même encore dans l'opposition, donc son parti, dont il n'était plus président, était très opposé en disant que effectivement ce genre de mesures était très néfaste d'un point de vue économique et financier pour le pays. Le fait est que donc ces mesures ont été approuvées par une large majorité de Polonais. Donc aujourd'hui, il y a une grande partie des électeurs de Droit et Justice, ou alors de l'Union de la droite, donc des coalitions aussi de Droit et Justice, donc du camp politique de l'Union de la droite, qui s'inquiètent justement de la suppression du social en cas de la prise de pouvoir par l'opposition. Ensuite, il y a tout le discours anti-européen, et je dirais même anti-occidental de l'Union de la droite qui fait que ces électeurs soutiennent ce camp politique. Pourquoi? En fait, l'Union de la droite a un discours très ambigu vis-à-vis de l'Union européenne, et nous, ça pourrait nous sembler incohérent. Mais finalement, ce discours qui effectivement peut être incohérent est très efficace vis-à-vis des électeurs de ce camp politique. Alors, l'Union de la droite critique très fortement l'Union européenne en estimant que l'Union européenne, les institutions européennes ont pour objectif de détruire l'économie polonaise, de détruire l'industrie polonaise, que finalement Bruxelles n'est qu'une façade et que finalement les vrais dirigeants de l'Union européenne sont à Berlin. Alors l'Union européenne, dans ce discours, aurait effectivement aussi pour but de forcer la Pologne à accepter des millions de réfugiés des pays musulmans. L'Union européenne aurait aussi pour but de forcer la Pologne à accepter donc un modèle culturel dont un certain nombre de Polonais ne veulent pas. Elle a également dans ce discours pour but de combattre l'Église catholique et la religion d'une manière générale. Donc l'Union européenne qui finalement imposerait à la Pologne tout un nombre de mesures qui seraient pas naturelles, contre nature pour la Pologne. Alors aussi une façon très efficace finalement de discours de parler de l'Union européenne comme d'une entité étrangère. Donc finalement il y a la Pologne dans ce discours et l'Union européenne. Donc l'Union européenne étant une entité étrangère, quelque part un peu comme l'Union soviétique. Alors c'est peut-être pas une entité aussi agressive, aussi néfaste, mais dans ce discours-là, c'est quelque part un occupant. L'Union européenne est une espèce d'entité qui va forcer la Pologne à prendre une voie contre l'avis des Polonais. On se garde bien dans ce discours de dire que finalement l'Union européenne c'est la Pologne, que les citoyens polonais sont également citoyens européens et que finalement aujourd'hui l'Union de la droite donc a la plus grande délégation d'eurodéputés au Parlement européen puisque c'est le camp politique qui a gagné les élections européennes de 2019. Mais qu'importe, c'est un discours qui est très efficace effectivement. Donc il y a un certain nombre de Polonais, donc d'électeurs de droit de justice qui estiment que l'Union européenne représente une menace pour la Pologne, une menace économique, une menace culturelle. Donc c'est un discours qui, effectivement, arrive à toucher un certain nombre d'électeurs et c'est assez efficace. Donc tout ça fait que, malgré des affaires de corruption, malgré des échecs, malgré donc une crise économique, malgré toutes sortes d'échecs qui, dans un système, je dirais, standard, ferait que les dirigeants perdraient leur soutien, l'Union de la droite en Pologne ne perd pas son soutien, reste à 30% de soutien populaire. Donc finalement, on voit, quels que soient les sondages, que un tiers des Polonais, donc des électeurs polonais, soutiennent ce camp politique, mais ça ne résout pas les problèmes de l'Union de la droite. Pourquoi? Parce que finalement, même si tous ces sondages montrent que le soutien ne baisse pas pour l'Union de la droite, ce soutien, en cas d'élection parlementaire, ne leur permettra pas d'avoir la majorité absolue au Parlement. Et ça, c'est un souci grave pour l'Union de la droite parce que aujourd'hui, ce camp politique n'a aucune coalition potentielle. Donc, moi, je fais partie de ces analystes qui estiment qu'il n'est pas possible du tout qu'il y ait une coalition avec l'autre parti de droite, le parti concurrentiel, la Confédération et l'Union de la droite, parce que pour le parti Confédération, cette coalition serait absolument néfaste d'un point de vue politique, puisque c'est un parti qui aujourd'hui prétend augmenter son capital électoral. Donc aujourd'hui, faire partie d'un gouvernement quelconque ne serait absolument pas profitable à ce parti. Donc moi, personnellement, j'exclus totalement la possibilité d'une élection, d'une coalition en cas d'élection parlementaire entre l'Union de la droite et la Confédération.
Donc le fait est que l'Union de la droite n'a aucun coalition potentiel aujourd'hui, et c'est bien le problème qui fait que ces leaders paniquent, puisqu'ils se rendent compte que il est fort probable qu'ils perdent le pouvoir après les élections parlementaires, ou alors que leur pouvoir soit diminué, parce qu'on peut effectivement imaginer donc l'Union de la droite qui gagne les élections parlementaires, donc qui crée un gouvernement minoritaire, mais bon, un gouvernement minoritaire dans un système parlementaire ne peut plus gouverner de manière efficace. Donc, même en étant favorablement accueilli par le président qui est du camp de l'Union de la droite, donc même en ayant le soutien donc, du président et de toutes les institutions publiques, parce que l'Union de la droite, finalement, depuis 8 ans de gouvernement, a repris toutes les institutions publiques en fait en Pologne, ne permettra pas de diriger de manière unilatérale le pays comme ça a été le cas pendant 8 ans. Donc l'Union de la droite, même s'il ne perd pas son soutien, se rend compte que ce soutien ne lui permettra pas d'avoir la majorité. Et aujourd'hui, c'est ce qui détermine leur prise de décision. Donc c'est ce qui fait aussi qu'il y ait des conflits internes. Donc ces conflits internes doivent être résolus par Jarosław Kaczyński, le président de droit et justice, qui est revenu au gouvernement en tant que vice-premier ministre. Donc ça crée aussi une situation qui est un peu incohérente, parce que finalement le leader de ce camp politique c'est lui, alors qu'il a le poste de vice-premier ministre, et que finalement il revient au gouvernement pour faire on ne sait pas trop quoi, puisqu'il ne prend aucun ministère. Donc son rôle véritable est de faire en sorte que les membres du gouvernement ne se fâchent pas trop avant les élections, justement pour que ces élections puissent passer dans de bonnes conditions pour l'Union de la droite. Alors maintenant, puisqu'on a parlé des dirigeants, parlons un peu de l'opposition. Donc effectivement, donc le parti de Donald Tusk, la coalition citoyenne, coalition civique, il y a diverses possibilités de traduction, gagne effectivement en soutien. Alors ça, c'est un fait, hein, donc depuis quelques semaines, voire depuis un mois et demi, tous les sondages montrent que la coalition civique gagne en soutien populaire. Elle rejoint finalement sur le podium, donc l'Union de la droite, voire à un score finalement ex aequo. Mais le fait est que elle a aussi un souci, c'est le même souci que l'Union de la droite, c'est un souci de coalition. Alors, même si effectivement, donc potentiellement, donc le parti de Donald Tusk, la coalition civique, peut avoir à sa disposition deux coalitions, à savoir la gauche et donc une coalition centriste qui s'appelle la Troisième Voie, qui est composée d'un parti créé par un ancien journaliste, Szymon Hołownia, dont le nom de son parti est Pologne 2050, et donc le parti agrarien, donc le PSL dirigé aujourd'hui par Władysław Kosiniak-Kamysz. Le fait est que donc ces deux entités politiques, dont les sondages sont en train de perdre leurs électeurs au profit de la coalition civique. Parce qu'il y a une chose aussi qu'il faut souligner, c'est que finalement on se rend compte qu'il n'y a pas de transfert d'électeurs entre l'union de la droite, donc le camp politique au pouvoir, et l'opposition. C'est-à-dire que si finalement on prend la somme du soutien de l'opposition, en fait, ce soutien ne grandit pas, mais finalement, il se répartit un peu différemment selon les entités politiques. Donc, c'est la coalition civique qui gagne en termes de soutien, justement au prix de la perte de soutien de ces coalitions potentielles, donc la gauche et donc la coalition centriste qui s'appelle Troisième Voie. Donc aujourd'hui, la question se pose de savoir est-ce qu'on fait une liste de l'opposition unique ou pas? Parce que finalement, même si la coalition civique gagne les élections parlementaires et qu'elle n'a pas de coalition, ça ne lui permettra pas de construire une majorité absolue au Parlement. Ensuite, donc la question de la liste commune se pose, la liste unique se pose depuis plus d'un an en Pologne. Le fait est que donc les leaders des partis de gauche ainsi que des partis centristes ne veulent pas d'une liste commune parce qu'ils ont peur d'être simplement avalés par la coalition civique. Donc c'est ça aujourd'hui, c'est ça le problème qui se pose. Mais il faut bien voir que surtout la gauche aujourd'hui, elle a effectivement l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête politique, puisque certains sondages montrent qu'elle se retrouverait au-dessous de la barre des 5%. Donc en dessous du seuil exigé pour avoir une représentation au Parlement. Donc effectivement, d'un point de vue de la gauche, il serait intéressant d'avoir une liste commune avec la coalition civique de Donald Tusk, d'un point de vue de Donald Tusk également, donc de son parti, puisque si il s'avère que la gauche ne passe pas le seuil des 5%, n'arrive pas à avoir une représentation parlementaire
à la diète, donc Donald Tusk n'aura pas de coalition. Donc finalement, cette liste unique serait dans l'intérêt donc de la gauche comme de la coalition civique, mais la situation est différente pour ce qui est du parti ou de la coalition centriste. Parce que la coalition centriste, finalement, donc, elle est composée, comme je le disais, de deux partis, et ces deux partis, de manière autonome, arrivent à 5%. Donc on peut vraiment supposer que cette coalition centriste dépasse le seuil, même le seuil prévu pour les coalitions, donc coalition électorale, donc 8%, mais également qu'elle arrive à 10%. Donc cet état de fait fait que les leaders du centre ne sont pas intéressés par une coalition avec la coalition civique, donc le parti de Donald Tusk. Mais effectivement, aujourd'hui, donc la question se pose, même si la coalition civique, le parti de Donald Tusk gagne les élections parlementaires, et s'il n'a pas de coalition potentielle et qu'il n'a pas la majorité au Parlement, finalement, on peut également supposer que l'Union de la droite, même si elle perd les élections, et même si elle n'a pas la majorité au Parlement, avec le soutien du président, peut tout aussi bien rester au pouvoir en Pologne. Il faut aussi bien voir que la Pologne arrive dans ce qu'on appelle un marathon électoral, c'est-à-dire que on suppose que les élections parlementaires auront lieu en octobre de cette année. C'est ce qui devrait être prévu, ce qui devrait se passer selon la Constitution, puisque le Parlement est renouvelé tous les 4 ans. Mais ensuite, donc l'année prochaine, au printemps, on aura les élections régionales. On aura également au printemps de l'année prochaine les élections européennes et ensuite, dans l'été 2025, les élections présidentielles. Donc tout ça fait que la Pologne arrive dans un marathon électoral. Et ce marathon, justement, va conditionner les diverses décisions prises par les divers partis politiques. Mais le souci aujourd'hui de l'opposition, c'est qu'elle a un manque de crédibilité aux yeux de ses électeurs. Également pour deux raisons. Pourquoi? Alors premièrement, si toute l'opposition déclare être contre l'union de la droite et vouloir créer un gouvernement justement en opposition de ce que fait l'union de la droite, aujourd'hui on ne voit pas trop la force de ce gouvernement puisque quand on vient sur des thématiques clés comme par exemple le droit à l'avortement, les questions de logement, les questions du social, on voit des divergences d'opinion entre les partis d'opposition qui sont extrêmement importantes. Donc aujourd'hui on ne voit pas vraiment comment des partis d'opposition qui prennent des positionnements totalement à l'opposé pourraient créer une coalition gouvernementale en cas de victoire électorale aux élections parlementaires. La deuxième chose qui fait que l'opposition n'arrive pas à mobiliser à un niveau suffisant pour pouvoir gagner les élections, c'est qu'elle perd en crédibilité en termes de son discours politique. Pourquoi? Alors l'opposition dit qu'aujourd'hui la démocratie en Pologne est menacée. Mais ces agissements ne vont pas de pair avec son discours. C'est-à-dire que, donc, si d'une part les élections qui vont se dérouler cette année, donc les élections parlementaires sont aussi importantes que les élections de 1989 qui ont amorcé la chute du communisme en Pologne, on pourrait supposer que les leaders de l'opposition, comme personnes responsables, mettent de côté toutes leurs divergences et leurs différents politiques ainsi que leurs intérêts politiques personnels et fassent une liste commune, justement, pour faire face à ce dont ils parlent, donc cette menace pour la démocratie polonaise. Mais dans la mesure, en fait, où ils ne le font pas, comment apporter du crédit à leur discours, d'une nécessité de s'unir contre l'union de la droite, puisque eux-mêmes ne s'unissent pas. Donc ça, aujourd'hui, ça fait qu'ils perdent en crédibilité. Donc la question de la liste commune reste ouverte, elle sera sûrement tranchée à la fin de l'été, on peut supposer que ça arrivera courant août-septembre, mais le fait est que justement, cette indécision concernant la liste électorale du côté de l'opposition, ainsi que donc un discours qui ne va pas de pair avec les actions, fait que l'opposition aujourd'hui donc perd en crédibilité, surtout qu'effectivement les politiciens d'opposition sont tellement à l'opposé sur tellement de sujets qu'on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour faire un gouvernement en cas de victoire. Maintenant, il faut aussi voir que la Pologne aujourd'hui, après 8 ans de gouvernement de l'Union de la droite, n'est plus ce qu'on pourrait appeler en fait un pays démocratique, un pays respectant toutes les normes démocratiques telles qu'on les comprend en Occident, dans l'Union européenne. Il faut bien voir que la campagne électorale sera une campagne totalement inégalitaire d'un point de vue des entités politiques qui prendront part. Puisqu'aujourd'hui, donc, les dirigeants disposent, donc l'Union de la droite dispose donc d'une avance très importante en termes financiers, en termes logistiques.
Alors il faut voir et finalement on peut comparer la Pologne à la Turquie aujourd'hui les élections parlementaires précédentes, donc les élections de 2019 ou aussi aux élections européennes, donc les dirigeants, donc l'Union de la droite, ont utilisé tous les moyens de l'État à leur disposition pour lutter contre l'opposition. On a mis sur écoute, par exemple, le chef de campagne du parti Coalition Civique, donc Krzysztof Brejza, donc sénateur, qui a été mis sur écoute. On a utilisé toutes sortes de manœuvres médiatiques pour discréditer l'opposition. On a utilisé les institutions de l'État. Et même quand il s'est avéré que le Sénat allait passer du côté de l'opposition, on se demandait de comment faire pour annuler les élections au Sénat, justement pour éviter que le Sénat bascule du côté de l'opposition. Donc déjà en 2019, il y a eu donc des agissements de la part donc des dirigeants très antidémocratiques et très illégaux. Donc ça, il faut bien voir que c'est dans l'illégalité parfaite, justement pour garder le pouvoir, pour combattre l'opposition. Aujourd'hui, on voit un élément de panique au sein du corps des dirigeants, et donc ce niveau de panique se traduit justement par la création de cette commission qui était censée donc combattre l'opposition, cette commission qu'on appelle la commission de vérification de l'ingérence russe en Pologne. Aujourd'hui, on ne sait pas comment ce projet va évoluer, puisque donc cette loi créant cette commission a effectivement été votée, signée par le président. Donc 4 jours après signature, le président a changé d'avis et donc a proposé un texte de loi donc qui affaiblissait un petit peu, donc qui changeait un petit peu cette commission. Donc il s'est avéré que ce texte de loi en fait a été validé par le Parlement. Donc aujourd'hui, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, puisque donc les gens ne se pressent pas non plus pour faire partie de cette commission, parce que bon, c'est un organe qui est complètement hors cadre juridique, hors cadre constitutionnel. Et aujourd'hui, donc c'est un peu compliqué de faire partie de ce genre de projet. Mais sa création de cette commission, la tentative de création d'une commission qui devait combattre l'opposition, montre clairement que les dirigeants paniquent. Et la question qu'on peut se poser, c'est dans quel niveau de panique ils seront dans quelques temps. Et ce niveau de panique, s'il est élevé, dans quelle mesure les poussera-t-il à prendre des décisions très antidémocratiques? Et aujourd'hui, quand on dit que la Pologne n'est plus un pays démocratique au sens compris par l'Union européenne et donc les diverses chartes communautaires, il faut bien voir que aujourd'hui le pouvoir, donc le parti qui est au pouvoir, contrôle l'État à 100%. Donc aujourd'hui, donc ce parti donc dispose des médias anciennement publics. Aujourd'hui, il faudrait les appeler médias gouvernementaux. Ces médias sont financés à coups de fonds publics, donc 1 milliard d'euros annuellement. Et ces médias aujourd'hui mènent une campagne très brutale contre l'opposition. Une campagne de diffamation, donc créer des films documentaires, paradocumentaires, donc qui tendent à démontrer que donc le chef de l'opposition, Donald Tusk, est un agent de Moscou, un agent de Berlin, en tout cas donc quelqu'un qui n'a rien à voir avec la Pologne. Donc aujourd'hui, les médias publics, anciennement publics, aujourd'hui médias gouvernementaux, mènent des agissements absolument, il faudra dire illégaux et anticonstitutionnels, visant à soutenir entièrement les gouvernants et attaquer l'opposition, ce qui est évident et ce qui paraît encore plus scandaleux, c'est qu'en fait, on ne s'en cache même plus. C'est-à-dire que les gouvernants ne se cachent pas en disant qu'effectivement, donc la télé d'État est une télé destinée à ce que le gouvernement puisse montrer son point de vue. Et plus encore, les dirigeants ont essayé de récupérer les médias d'opposition. Alors, on a essayé justement de récupérer donc le plus grand média d'opposition, la télévision TVN, donc qui appartient aujourd'hui au groupe américain Discovery. Ça n'a pas marché. Ensuite, on a essayé d'exercer des pressions, en fait, faire du chantage simplement pour les médias, pour les forcer d'adopter une position plus flexible vis-à-vis du gouvernement. Et par exemple, il y a eu, certains journalistes en parlent, hein, donc des propositions vis-à-vis donc des membres du gouvernement polonais, hein, qui ont proposé à des médias des publicités pour des entreprises d'État en contrepartie de l'acceptation de représentants du gouvernement au sein du média. Donc, par exemple, un journaliste proche du gouvernement aurait dû être engagé en tant que rédacteur en chef adjoint pour, selon les dires de ces ministres, présenter la position du gouvernement. Donc, en fait, on a essayé
justement en usant du chantage financier, donc le chantage des publicités pour les entreprises énergétiques, de forcer les médias privés, les médias indépendants, d'accepter justement des gens proches du gouvernement dans leur rédaction pour s'assurer de la ligne qui est conduite par ces médias. Donc effectivement, les dirigeants essayent de reprendre les médias, mais c'est pas fait, parce qu'il faut quand même bien dire les choses clairement. Aujourd'hui, en Pologne, il y a une véritable presse d'opposition, et cette presse d'opposition, donc elle parle de toutes les affaires de corruption des dirigeants, chose qui ne leur plaît pas forcément. Mais effectivement, aujourd'hui, donc d'un point de vue médiatique, la situation est déséquilibrée. Donc les dirigeants ne jouent pas les règles du jeu, ne jouent pas sur les règles du jeu. Donc les médias publics sont devenus des médias d'État, et des médias d'État qui ne se gênent pas pour diffamer l'opposition et mener la campagne électorale donc des dirigeants. Et financé, comme je le disais, à coût de fonds publics, 1 milliard d'euros minimum par an pour la propagande de l'union de la droite dans les médias publics. Ensuite, il faut voir que donc, les dirigeants, donc l'union de la droite, a repris toutes les entreprises d'État. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises d'État sont contrôlées par des gens de l'union de la droite, par des gens qui sont proches de ce camp politique. Ce ne sont pas forcément des experts ni des managers en tant que temps, mais bon, ce sont des gens qui remplissent la volonté politique en fait de ce camp politique. Donc aujourd'hui, effectivement, l'union de la droite ne se gêne pas pour aller drainer ces entreprises. Alors comment ça fonctionne? Donc quelqu'un reçoit un emploi dans une entreprise d'État et donc en contrepartie, il reverse une partie de son salaire donc au parti Droit et Justice ou à ses coalitions, ou alors au profit de certains politiciens, donc ceux qui ont fait en sorte qu'il ait ce travail. Donc c'est légal puisque finalement chacun a le droit de financer qui veut, il peut faire des dons à qui veut en usant de son salaire, mais c'est bon, est-ce que c'est moral, est-ce que c'est démocratique? Sûrement pas. Mais effectivement aujourd'hui donc le parti donc le camp politique de l'Union de la droite, les dirigeants ne se gênent pas pour se servir des entreprises d'État pour financer leur campagne électorale, ne se gênent pas les entreprises d'État pour financer en fait leur campagne de publicité, mais également ne se gênent pas du fait d'avoir donc les entreprises d'État finalement sous contrôle pour donner donc les publicités à ceux qui estiment bons ou pas bons en tant que médias. Donc aujourd'hui, donc les médias proches du gouvernement ont la possibilité d'avoir 100% des pubs commandées par les entreprises d'État, alors que les médias d'opposition n'ont absolument aucune publicité donc des entreprises d'État. Donc voilà, ça fait un déséquilibre financier. Mais aujourd'hui, donc les dirigeants se servent des entreprises d'État justement pour s'autofinancer, pour financer leur publicité et pour exercer donc un moyen de pression sur l'opposition et les médias d'opposition. Donc l'appareil judiciaire, lui également, a été repris par les dirigeants. Donc le tribunal constitutionnel, donc aujourd'hui qui a été complètement repris par les dirigeants, d'ailleurs qui s'est paralysé lui-même puisqu'en fait il se trouve en état de conflit. Pourquoi? Parce que donc une partie des juges du tribunal constitutionnel en fait ont été nommés par Droit et Justice et l'autre partie par son coalition, donc le parti de Zbigniew Ziobro, le ministre de la Justice, Pologne, à l'époque Pologne solidaire, maintenant le parti s'appelle Pologne souveraine. Et comme il y a un conflit entre ces deux coalitions, donc ce conflit fait que le tribunal en fait constitutionnel, donc le Cour constitutionnelle est paralysé parce que donc les représentants du parti de Zbigniew Ziobro ne reconnaissent pas donc la présidente de ce tribunal qui a été nommée élue par Droit et Justice, et ce qui fait que finalement donc cette Cour constitutionnelle ne travaille plus, ne fonctionne plus depuis plus de 3 mois. Mais le fait est qu'elle a été reprise par les gouvernants et qu'aujourd'hui, effectivement, mis à part certains juges donc de droit commun, donc des juges de première et de seconde instance, aujourd'hui, le camp gouvernemental contrôle tout l'appareil judiciaire, donc que ce soit les procureurs, que ce soit le tribunal constitutionnel, voilà, tout ça est contrôlé aujourd'hui par Droit et Justice et ses coalitions. Donc, on a un déséquilibre aujourd'hui qui est flagrant. Donc, les dirigeants ne se gênent pas pour se servir de l'appareil de l'État pour attaquer leurs opposants, pour les diffamer, pour les discréditer. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, donc la campagne électorale se trouvera en situation de déséquilibre. Mais il faut bien voir que ce qui va jouer sur les élections, c'est la mobilisation et la démobilisation. Donc, qui arrivera à mobiliser son camp et à démobiliser le camp de l'adversaire,
c'est ça finalement la clé de la victoire électorale, de savoir donc qui entre les deux partis, donc coalition citoyenne ou droit et justice, vont réussir en fait à prendre le pouvoir. Donc coalition citoyenne Donald Tusk et l'Union de la droite, donc son principal membre, droit et justice, dirigé par Jarosław Kaczyński. Maintenant, la deuxième question qui va se poser, ça va être la question de la suite, donc de qui pourra créer une coalition. Donc si la coalition civique a des coalitions en Parlement, donc la gauche et la coalition centriste, tout porte à croire qu'elle pourra créer un gouvernement. Sinon, il est probable que l'Union de la droite reprenne quand même le pouvoir en Pologne. Il faut également parler dans ce contexte d'un troisième parti qui tend justement à se faire connaître. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. C'est la Confédération. Donc c'est un parti justement un peu anti-système qui dénonce les deux camps majoritaires, hein, donc l'Union de la droite et la coalition civique. Donc un parti donc qui postule un État plus libéral, un État moins social, beaucoup plus libéral, donc des impôts simplifiés, donc un parti qui promet donc de soutenir les entrepreneurs et donc tous ceux qui justement qui travaillent et qui payent selon eux trop d'impôts. Donc un parti justement qui se base sur des postulats très économiques, très libéraux. Alors effectivement, on parle de ce parti comme parti un peu controversé, mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que les gens qui votent pour ce parti, en fait, ils votent pour leur discours très libéral, économiquement parlant. Et donc la logique des gens qui votent pour le parti Confédération, c'est de dire qu'ils ont conscience du fait que ce parti ne sera pas un parti de pouvoir, de gouvernement, mais qu'une forte représentation de ce parti au Parlement pourrait faire en sorte que certaines décisions des dirigeants, quels qu'ils soient, que ce soit la coalition civique ou l'Union de la droite, soient un peu moins sociales et donc soient plus libérales, selon eux, donc plus profitables en fait à leurs intérêts économiques. Donc c'est ça aujourd'hui qui fait que la Confédération gagne en termes d'électeurs. Il est aussi à noter que pour la Confédération, donc le groupe d'électeurs, ce sont des électeurs principalement jeunes, donc tranche d'âge de 18-40 ans. Alors que pour les deux partis majoritaires, que ce soit la coalition civique ou droit et justice de Jarosław Kaczyński, donc l'Union de la droite au final, donc la tranche d'âge des votants pour ces partis, c'est 50 ans et plus. Ce qui permet aux leaders de la Confédération de dire que finalement aujourd'hui le pays est dirigé par deux retraités, Jarosław Kaczyński et Donald Tusk, ce qui fait que ces retraités n'ont pas conscience de la situation réelle des Polonais. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut dire une chose, c'est que la situation de la Pologne paraît très incertaine, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois. Est-ce que les élections parlementaires, en fait, auront lieu dans les délais légaux? Ça, on ne le sait pas. On peut supposer que finalement tout est possible. On peut supposer que dans un élan de panique, donc les dirigeants paniquent et décident de repousser les élections parlementaires. Mais ça aussi, ça paraît un peu compliqué, puisque même s'ils les repoussent, il faut bien voir que les élections régionales doivent avoir lieu au début de l'année prochaine, donc au printemps. Donc ce qui ferait les deux élections en même temps, ça paraît un peu compliqué. Maintenant, quelle que soit la date des élections, la campagne électorale sera très déloyale. Les dirigeants parlent d'organiser un référendum donc concernant donc le pacte migration européen, donc ça concerne donc la possibilité de relocation des migrants en Europe. Alors ce référendum qui ne leur apportera pas, selon toute vraisemblance, plus de soutien populaire, aura en fait quand même un avantage pour eux, c'est qu'il leur permettra complètement d'exploser leurs dépenses pour les campagnes, puisqu'en fait un certain nombre de dépenses pourront être mis dans les dépenses du référendum, de campagne de référendum, et comme en Pologne il n'y a pas de limite pour les dépenses dans une campagne de référendum, ça n'a pas été prévu. Finalement, donc les dirigeants, en organisant ce référendum, en faisant une campagne de référendum, pourront complètement exploser leurs fonds financiers pour les dépenses électorales. Donc, il y a fort à parier que c'est justement la raison qui les pousse aujourd'hui à vouloir organiser ce référendum qui, d'un point de vue politique, ne présente pas de gain pour eux, mais d'un point de vue financier, justement, leur permet de dépasser toute limite de financement. Alors aussi, une chose, il faut déjà, puisqu'on parle d'un système qui est de moins en moins démocratique, il faut également voir que, même si on ne sait toujours pas quand est-ce que les élections parlementaires auront lieu, il faut quand même voir que la loi électorale a déjà été changée en Pologne de manière illégale, puisqu'elle a été changée moins de 6 mois avant les élections parlementaires, si tant est qu'ils aient lieu en octobre, alors qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle polonaise qui dit qu'on n'a pas le droit de changer
les règles en cours de route, du jeu politique, à savoir donc on n'a pas le droit de changer les règles pour une élection parlementaire à moins de 6 mois des élections parlementaires, et ça a été fait. Donc la loi qui a été adoptée par l'Union de la droite au Parlement et signée par le président complique fortement le vote des Polonais à l'étranger. Pourquoi? Parce que finalement, donc les Polonais à l'étranger, même si en 2015, ils votaient plutôt majoritairement pour l'Union de la droite, aujourd'hui, ils votent majoritairement pour l'opposition, les partis d'opposition. Et donc, en fait, on a largement compliqué leur accession, en fait, au vote. Alors, on a également aussi compliqué, en fait, la façon de compter les voix donc reçues à l'étranger, ce qui fait que finalement, ces voix pourraient être invalidées pour cause de délai, parce que finalement, dans le temps imparti, il sera compliqué de compter ces voix. Donc, complication pour l'accession, en fait, au droit de vote, puisque jusque-là, un passeport suffisait pour voter à l'étranger. Maintenant, il faut une carte d'identité. Donc, ça complique les choses. Le vote par correspondance a été abrogé. Et donc, un système de calcul de voix qui a été compliqué, justement, qui fera probablement que un certain nombre de voix à l'étranger, comme elles arriveront, donc le résultat arrivera hors délai, ne seront pas comptabilisées. Donc déjà, la loi électorale qui a été adoptée aujourd'hui en Pologne est hors norme, antidémocratique. Qui puisait donc le gouvernement justement dans un souci d'augmenter la participation, à augmenter la possibilité de créer des locaux électoraux justement dans les circonscriptions où l'Union de la droite est majoritaire. Donc tout ça montre clairement que déjà l'adoption de la loi électorale, la mise à jour qui a été mise en place au début de cette année montre clairement une intention de ne pas jouer le jeu selon les règles du jeu. Donc il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui en Pologne on a un souci de démocratie, ça c'est un fait. Et ces élections sont effectivement importantes, donc tout va dépendre de la mobilisation, de la démobilisation, mais également aussi du bon vouloir des dirigeants, parce que si les dirigeants mettent en place un état d'urgence, bien ça retardera les élections. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut se demander ce qui se passera en Pologne, sachant qu'effectivement, on arrive dans ce qu'on appelle un marathon électoral, mais aujourd'hui, on a réellement un problème démocratique en Pologne, et donc ça, il faut bien se rendre compte. On n'est plus dans un système démocratique, on est quelque part entre un système démocratique, un système autoritaire, plus proche d'ailleurs du système autoritaire que du système démocratique. Donc en ça, une situation très similaire à ce qu'il y a en Turquie. Mais pourquoi, comme en Turquie aujourd'hui, donc les dirigeants qui ont un certain nombre d'échecs, voire beaucoup d'échecs à leur compte et des affaires de corruption, ont toujours un fort soutien, mais parce que justement, ils incarnent la stabilité dans une situation de crise, parce qu'effectivement, ils incarnent un peu l'État-providence, et ils incarnent un certain niveau de patriotisme, sachant que la plupart de ces électeurs ne se rendent pas compte que donc les agissements des dirigeants ne vont pas de pair avec leur discours, mais le fait est que donc, ces gens se trouvent être dans une certaine bulle, et même s'ils ont accès à l'information, parce qu'ils ont accès à l'information, et d'ailleurs ils en profitent, hein, donc ils s'informent de sources différentes que des médias gouvernementaux. Ils préfèrent rester en fait dans une bulle sécuritaire, dans cette bulle justement dans la partie pro-Pologne, un parti quelque part anticommunautaire qui empêche donc le changement, qui empêche donc l'arrivée de ce qu'ils appellent donc des normes gauchistes, donc et aussi un parti qui garantit l'État-providence. Maintenant aussi, il faut voir une escalade dans le discours politique, hein, le discours de haine qui est utilisé par le gouvernement vis-à-vis de l'opposition. Alors deux exemples, donc le Premier ministre polonais qui met en garde l'opposition. Selon lui, l'opposition pourrait être frappée à coups de bâton par les ouvriers à qui l'opposition aurait fait du mal en étant au gouvernement, avant l'arrivée au gouvernement du Parti droit et justice et de l'Union de la droite. La ministre du climat donc de l'écologie, Anna Moskva, à une réponse d'un électeur pendant une convention électorale, estime qu'on devrait retirer les passeports de la nationalité polonaise à ceux qui critiquent à l'étranger le gouvernement polonais, parce que selon elle, ce sont des agissements anti-Pologne, anti-polonais, et elle annonce même qu'elle va demander au ministre de la Justice comment faire pour qu'on puisse effectivement retirer donc les passeports à ceux qui, selon elle, se comportent de manière anti-polonaise à l'étranger et nuisent de cette façon à la Pologne. Donc aujourd'hui, on a un discours de la part non de députés, mais de membres du gouvernement qui désavouent l'opposition, jusqu'à aller parler d'une opposition anti-polonaise.
Donc aujourd'hui, la situation en Pologne est compliquée, difficile. Et on n'est plus dans un système démocratique, je tiens à le souligner. Ces élections sont effectivement importantes, mais on a l'impression qu'une partie de l'opposition ne prend pas la mesure. Qu'effectivement, les intérêts économiques de certains partis et politiques des leaders de certains partis priment justement sur l'intérêt démocratique, je dirais. Dans la mesure où effectivement on voit que certains leaders d'opposition ne prennent pas la mesure de la situation, ça démobilise une partie de l'électorat. Mais effectivement, ces élections parlementaires, quelle que soit la date où elles soient organisées, et donc le marathon électoral qui va débuter en Pologne, donc je vous le rappelle, élections parlementaires, élections régionales, élections européennes, élections présidentielles, va déterminer de ce que sera la Pologne dans ces prochaines années. Aujourd'hui, la Pologne se trouve être entre démocratie et autoritarisme. Aujourd'hui, la Pologne a un tournant. Qu'est-ce qui va advenir après ces élections-là? La question reste complètement ouverte et il est impossible de prévoir où en sera la Pologne d'un point de vue de son régime en 2025, donc à la fin de ce marathon électoral, donc après les élections présidentielles. Voilà, messieurs, dames, on pouvait dire concernant la politique polonaise aujourd'hui. Dans un avenir proche, je vous promets donc des vidéos concernant donc l'histoire du conflit politique en Pologne. Donc comment est-on arrivé là? Comment est-on arrivé à ce niveau de haine entre donc le camp de l'Union de la droite et le camp de la coalition civique et donc de l'opposition en Pologne? À ceux qui estiment que cette vidéo a une quelconque valeur, je leur serais reconnaissant de bien vouloir cliquer sur j'aime. Ceux qui estiment par contre que mes vidéos apportent quelque chose, je les invite à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.